propose maintenant Stéphanie Assonière, qui devait être... alors, pardon, je me trompe de secrétaire. Voilà, merci à vous, Stéphanie, d'être là. Alors, grand merci. Donc, Stéphanie, ben moi, je l'ai écouté, je dois dire un jour avec béatitude, hein, pardon de dire les choses, mais c'était vraiment béatitude et grande découverte. Alors, professeur Lassonnière, c'est à vous sur un exemple d'extension d'application, donc le jumeau numérique. Écoutez, c'est passionnant. Merci Anne-Marie. Alors, je suis effectivement mathématicienne de formation. Je suis à la faculté de médecine de l'Université de Paris, qui a été un véritable moteur dans le développement de ce que je vais vous montrer, en lien avec l'Institut Prairie, qui effectivement, comme le disait tout à l'heure Anne-Marie, est un des quatre. Il n'y en a pas que trois, il y en a quatre. Il y en a trois qui s'intéressent à la santé, mais il y en a quatre en tout. Quatre instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui ont été créés il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et mes travaux sont aussi en partie faits dans mon ancien laboratoire qui était à l'école polytechnique. Alors, je vais déjà essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique et à quoi ça peut servir. Donc, imaginez, vous avez une patiente, Anna, qui est là et qui arrive chez son médecin. Le médecin fait son analyse avec ses données cliniques, le relevé de données personnelles, etc. Dans un monde actuel, Anna recevrait un traitement et puis repartirait chez elle. Dans le monde où dans lequel on espère évoluer après, eh bien en fait, Anna aura son jumeau numérique. Le jumeau numérique, il aura été appris sur des données d'une plus grande cohorte et personnalisé sur Anna. Ça veut dire qu'on va mimer Anna de manière complètement numérique et ainsi pouvoir tester plusieurs traitements différents sur le jumeau numérique en regardant les effets de ces différents traitements, pouvoir choisir celui qui sera spécifiquement pour Anna le plus efficace. Alors, à partir de là, Anna sera traitée et le cycle vertueux devrait pouvoir permettre, si effectivement les résultats de ce traitement sont intéressants, eh bien d'enrichir à la fois le jumeau numérique d'Anna et puis d'aider à cibler les thérapies. Donc voilà ce pourquoi on travaille. On cherche à créer ce petit jumeau numérique qui sera grosso modo votre double sur lequel on pourra faire à peu près n'importe quoi, lui faire subir tout un tas de différents traitements, même les plus exploratoires. Alors, comment on fait ça? Alors, pour l'instant, ce qui a beaucoup été développé, c'est à partir de l'imagerie médicale. Pourquoi? Parce que l'image, c'est une donnée, comme on l'a dit, structurée. On a eu énormément de choses qui ont été développées dans ce qu'on appelle les domaines de la computer vision, qui s'appliquent à l'imagerie médicale. Et donc, de fait, on a réussi à faire beaucoup d'avancées en imagerie médicale, en particulier à prendre ce patient modèle qui serait un petit peu, dans une population, l'avatar idéal. Celui qui résumerait un peu toutes les caractéristiques avec sa variabilité dans la population. Et on a réussi aussi à aller jusqu'au modèle d'évolution temporelle, donc même spatio-temporelle de population hétérogène, à partir de données longitudinales. Donc ça rejoint l'un des points que mentionnaient mes deux prédécesseurs. La génomique est apparue un tout petit peu plus tard, mais aussi une donnée structurée qui permet d'apprendre des réseaux de régulation multi-omiques et ainsi classifier des tumeurs et avec ces classifications très fines, pouvoir cibler les thérapies et regarder les réponses aux traitements les plus adaptées. Et puis enfin, sur des données qui peuvent être moins structurées, donc soit à partir de données textuelles, soit à partir de mélanges de données structurées, non structurées, on arrive à faire maintenant des outils d'aide à la décision pour anticiper des diagnostics. C'est-à-dire que notre petite Anna, on peut aussi regarder dans le temps comment elle est en train d'évoluer et puis quand elle va chez son généraliste avec ces nouvelles données, peut continuer un petit peu la trajectoire d'Anna et regarder si elle n'est pas en train de développer quelque chose et donc d'anticiper potentiellement un traitement et je reviendrai là-dessus à la toute fin. Et enfin, optimiser le parcours patient, c'est ce que je disais tout au début, c'est véritablement prendre Anna individuellement et essayer d'optimiser sa prise en charge. Alors, le jumeau numérique, le premier exemple, en fait, il existe depuis probablement bien longtemps. C'est pour une donnée simple qui est la taille.
donc la taille des enfants, vous avez tous vu ça dans les carnets de santé. Et ben en fait, si vous prenez la courbe verte qui est la moyenne, alors pour les filles ou les garçons, vous voyez que le comportement est un peu différent. Vous avez les variations d'écart type que vous avez représentées sur les courbes de différentes teintes de rouge. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est, on va dire, un exemple de jumeau numérique très simplifié. Si on devait prendre une seule et unique valeur caractérisant une personne, eh bien, on prendrait par exemple sa taille. Et le jumeau numérique correspondant à la taille, c'est ça. Donc ça, c'est un exemple de jumeau numérique. On va savoir reporter où se trouve un enfant et puis dire à peu près comment il va évoluer et si sa croissance est normale. Ce qu'on a fait évidemment avec des données beaucoup moins simple à utiliser, c'est de faire exactement la même chose. C'est d'essayer de reproduire, en tout cas pour des valeurs réelles, cette cartographie de la population. Et en particulier, dans cet exemple-là, on a regardé une réponse anti-angiogénique. Donc, nos patients sont tous des patients avec un cancer métastatique du rein qui sont traités sous anti-angiogénique et on les voit assez régulièrement, plus ou moins régulièrement d'ailleurs. Et on mesure le score qu'on appelle le score RECIST, qui, grosso modo, calcule le volume tumoral. Quand vous regardez la courbe d'évolution, là, vous avez quelques-uns des patients représentés sur la base de données qu'on avait qui en comportait un peu plus de 160. Eh bien, vous voyez que, grosso modo, le schéma de réponse au traitement est toujours un peu le même, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit plateau, puis une réponse, et malheureusement, il y a un moment où la tumeur devient résistante et le patient échappe au traitement. Donc, ce qu'on a cherché à comprendre, c'est si on pouvait modéliser sur cette courbe noire la réponse à cet anti-angiogénique et voir si on pouvait en particulier prédire le temps d'échappement au traitement. Ça a un avantage incroyable, c'est que si on arrive à prédire relativement précocement le temps d'échappement, donc typiquement pour cette personne le petit losange orange ou celui-là le petit losange bleu, eh bien on peut anticiper un changement de traitement évidemment en discutant. Enfin c'est pas nous sur data scientist, mathématiciens, vous nous appelez comme vous voulez de proposer ça. Nous on peut juste dire faites attention, vous êtes dans un changement de phase, votre patient risque de repartir faire une rechute, donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Et ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est d'anticiper un petit peu, de prédire ce qui se passera après en fonction de ce qui s'est passé avant ce temps de rupture. Donc on a regardé le temps de rupture, on arrive à le prédire relativement bien à raison de quelque chose comme 50 jours. Alors on peut aller encore plus loin dans la complexité et traiter des données qui sont issues de l'imagerie ou des scores. Là, ce sont des scores de cognition. Et regardez exactement la même chose que ce que je vous ai montré sur la taille des enfants. Là, vous allez avoir des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Donc, au début de l'étude, ces patients sont avec des pertes cognitives mineures, qu'on dit MCI, donc Mild Cognitive Impairment, et qui sont diagnostiqués Alzheimer au cours de l'étude. Donc, on a regardé d'abord l'atrophie corticale, la forme et l'atrophie hippocampique, la consommation de glucose dans une image PET et les scores cognitifs de mémoire, langage, pratique et j'ai perdu le dernier, mais je vais vous le retrouver et je vais vous montrer ce à quoi on est arrivé. Donc, on part d'une cohorte d'à peu près 300 patients pour lesquels on a ces 4 modalités de données, d'accord? Et on estime le modèle moyen. Donc, voilà comment se comporte un patient moyen, l'avatar moyen, qui est face à la maladie et qui développe la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez, l'atrophie change, la consommation de glucose change, la forme hippocampique change, on le voit assez nettement. Évidemment, les scores cognitifs évoluent. Donc, c'était mémoire, langage, pratique, concentration, un score MMSE et le LADAS-COG. Donc, avec tout ça, on arrive à faire énormément de choses parce que, eh bien, on sait aussi personnaliser notre petit avatar moyen vers, eh ben, Anna qui arrive. Et je vais vous donner un exemple. Donc, je repasse là-dessus. Je refais comme ça. Voilà l'avatar moyen. Vous voyez, donc ça, c'est grosso modo la perte en mémoire, langage, etc. d'un patient normal. Anna arrive.
et le neurologue mesure ces 4 valeurs-là. Le modèle qu'on a nous permet de dire, eh bien voilà, a priori, à partir de cette simple et unique visite, comment va évoluer Anna. Elle revient, alors si on utilise cette prédiction, malheureusement, notre prédiction est plutôt mauvaise et on estimerait qu'elle aurait un diagnostic d'Alzheimer autour de l'âge de 80 ans. Le neurologue l'a fait donc revenir puisque au jour d'aujourd'hui, elle ne présente pas assez de pertes cognitives pour être diagnostiquée. Elle revient 6 mois plus tard et voilà les nouveaux scores cognitifs. Nous réajustons le modèle et cette fois-ci, nous confirmons que vraisemblablement, le diagnostic devrait être fait autour de 78 ans. De nouveau, avec les données à l'âge actuel d'Anna, eh bien, le neurologue n'est pas en mesure de dire qu'il y a un diagnostic Alzheimer. Donc, on l'a fait revenir à nouveau. Nous continuons, nous, à dire qu'elle va être diagnostiquée autour de l'âge, là, vous voyez, donc de 78 ans et demi, donc elle en a 77 ici. Visite suivante, Anna arrive ici, elle n'est toujours pas diagnostiquée, dernière visite, et là, elle a dépassé le score. Finalement, Anna, à 80 ans, est diagnostiquée, alors que quand elle est arrivée à 77 ans, nous aurions pu diagnostiquer, nous, avec la méthode de personnification de notre avatar, de notre modèle qui fait un jumeau numérique d'Anna, nous aurions été capables de gagner 2 à 3 ans de diagnostic. Et donc, l'idée est simplement de faire tout ça. Excusez-moi Stéphanie, je vous interromps 30 secondes pour vous dire qu'il vous reste 30 secondes. Non, mais c'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'on en est encore loin d'avoir notre petite Anna en entier, d'avoir ce petit personnage complètement déterminé pour tous les organes et de manière complètement coordonnée entre les organes, évidemment, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un organe à la fois, mais qu'on a déjà fait des progrès à la fois sur l'oncologie, à la fois sur la neurologie, et qu'en particulier sur certains aspects, on est capable d'avoir un système d'aide à la décision qui améliore, en tout cas anticiperait beaucoup le diagnostic. Alors la seule critique qu'on peut nous faire, c'est oui, c'est gentil, vous travaillez sur Alzheimer, mais Alzheimer, en fait, ça ne se soigne pas. Peut-être pour l'instant, mais on espère que les gens qui vont développer des nouvelles molécules ou qui ont développé des molécules depuis 10 ans, il y a à peu près une centaine de molécules qui ont été proposées, mais jamais aucune n'a passé l'essai clinique de phase 3. Eh bien, peut-être que c'est parce que la fenêtre thérapeutique n'était pas la bonne et que si on arrive à anticiper le diagnostic, eh bien, on arrivera peut-être à aussi donner une chance à toutes ces molécules qui finalement n'ont pas montré de succès jusqu'à maintenant. Voilà, merci. Merci Stéphanie et bravo, et on voit bien effectivement l'intérêt pour la recherche et pour le diagnostic, encore une fois anticipé avec ce système d'avatar. C'est vrai que la question du jumeau numérique, on le trouve, existe par exemple en matière d'ingénierie technique depuis longtemps, mais là son application là est vraiment tout à fait passionnante. Merci à vous. Et donc,